Alors bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui je suis avec Michael Zonta. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc pour la sortie de son nouveau livre, comme vous voyez ici, donc Vive l'immobilier et vive la rente. Donc je voulais parler avec toi de cet ouvrage en fait qui vient juste de sortir. Avec plaisir. D'où déjà sort ce titre et d'où vient ce projet de livre en fait? En fait, depuis 6-7 ans maintenant où je suis baigné dans l'immobilier au quotidien, j'ai rencontré plusieurs centaines d'investisseurs, certains très jeunes, d'autres qui voulaient capitaliser pour leur retraite, transmettre à leurs enfants. Et il y avait un dénominateur à la fois de questions et de connaissances techniques qui étaient nécessaires de maîtriser. On essaie à notre niveau, avec l'expertise qu'on a, aussi de l'enseigner tous les jours au travers des opérations qu'on fait pour les clients. L'idée, c'était à la fois de retranscrire d'où je venais, pour aussi ceux qui souhaitaient voir, puisque je suis un exemple d'investisseur parmi des milliers en France et des millions de manière générale dans le monde, et aussi de centraliser pour qu'il y ait un fil directeur pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans des opérations immobilières, qui ont envie de commencer à investir sur une première opération ou qui capitalisent, de pouvoir avoir un fil directeur sur la gestion de projets en immobilier pour vraiment éviter les grands pièges et que ce soit vraiment source de liberté, source de revenus et qu'ils puissent se référer à cet ouvrage quand ils ont une question en termes de travaux, en termes d'acquisition, pour avoir vraiment un fil directeur quand ils se jettent dans le grand bain de l'immobilier. D'accord. Et justement, quelle est ton histoire? Comment ça a commencé tout ça en fait? Ouais, alors j'étais pas du tout programmé, c'est aussi la beauté de l'immobilier, c'est que je pense que j'étais pas du tout programmé à la fois pour maîtriser aujourd'hui comme je maîtrise l'immobilier, ni détenir et avoir le patrimoine que j'ai. Je peux citer par exemple une anecdote que je cite dans le livre sans révéler l'intégralité, mais j'avais le grand-père d'une amie. Je le voyais régulièrement quand j'allais déjeuner dans ma belle famille. De temps en temps, je le voyais, il faisait des chèques à ses enfants. Il avait la chance d'avoir une famille nombreuse. Et c'était un entrepreneur qui avait réussi dans une activité de plomberie, puisqu'il était monté à plus de 200 salariés dans son activité. Mais il était maintenant à la retraite, c'était un grand-père. Et je le voyais continuer à faire régulièrement, en tout cas, et vraiment donner de l'argent à ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, ça me marquait parce que je me disais, mais d'où provient cette source de revenus qui fait qu'à la retraite, dans la position qui était confortable, qui était la sienne, il pouvait confier, et c'est, je pense que tout le monde rêve de faire, c'est de sécuriser sa famille sur plein d'aspects, mais aussi si on focalise sur l'aspect financier. Et le dénominateur commun que j'ai retrouvé chez cette personne-là, mais que j'ai retrouvé aussi lors de mon enfance, quand je discutais et que je voyais autour de moi certains entrepreneurs, c'est qu'ils avaient tous ce dénominateur commun de l'immobilier. Et donc, quand j'ai voulu commencer mes expériences professionnelles, je suis allé à la source de ce phénomène qui m'intriguait au départ et dont j'étais curieux. Et je suis allé à la source de tous ceux qui avaient des revenus confortables, qui avaient des revenus alternatifs, qui est malheureusement, et c'est pour ça qu'à mon niveau j'essaye de le contrer, un gros mot aujourd'hui, la rente. Et par ce titre et par ce livre, je voulais prendre le contre-pied et expliquer que ce n'était pas un gros mot et aller à l'origine des revenus passifs que détenaient ces gens, qui soient salariés, entrepreneurs avec succès, indépendants. Et c'est comme ça que j'ai débuté et que je me suis lancé au tout début dans l'immobilier. D'accord, donc quand tu as démarré, finalement, tu n'étais pas forcément d'une famille pro-immobilier, des connaissances pointues, mais tu t'es intéressé, tu as commencé un petit peu à investir. Alors comment s'est passé justement le premier investissement? Ouais, non, alors je viens de la classe moyenne, pas d'une famille du tout d'entrepreneurs, une famille qui fait partie de la classe moyenne et de la méritocratie, qui m'enseignait vraiment la valeur du travail. Et du coup, quand j'ai commencé à voir ce phénomène immobilier où on pouvait effectivement, en créant de la valeur, créer des revenus alternatifs, comme le font chaque jour des milliers d'entrepreneurs, j'ai commencé à investir sur une première opération. Et je l'explique également, c'est une anecdote du livre. Ce qui est aussi ingrat dans l'immobilier, c'est que ça a été plus difficile de financer la première opération que ça l'est aujourd'hui dans la position confortable qu'il amène, où j'ai la chance d'avoir plusieurs biens immobiliers. Et donc j'explique aussi les différentes méthodes, comment est-ce qu'il faut arriver à passer au-delà et arriver à se faire financer ces premières opérations pour qu'ensuite ce soit effectivement plus facile exactement de continuer finalement à dupliquer ce modèle qui est un modèle effectivement rentable parce qu'on crée de la valeur pour les locataires. Alors c'est vrai que dans la première partie du livre, on voit que quelque part, on voit ton parcours, on voit un petit peu d'où tu viens, toutes les erreurs ou toutes les choses que tu as mis en place, qui ont fonctionné. Et dans la deuxième partie, finalement,
Tu donnes quelques petits secrets, des astuces. Je vois par exemple notamment sur la partie locative, comment faire un filtre pour les locataires. C'est souvent une crainte de beaucoup d'investisseurs. Quel serait le conseil clé pour pouvoir faire le premier investissement, qui est généralement, comme tu le dis, le plus élevé, et aussi quelle est la clé pour pouvoir enchaîner derrière? Parce que souvent de fois, on s'arrête à un investissement. Et voilà, quels seraient tes conseils à ce niveau-là? La première clé, je le dis souvent, la marche à l'entrée dans l'immobilier, c'est le financement. Mais le financement, on va s'appuyer la plupart du temps sur de l'argent qui n'est pas à nous. C'est la magie de l'immobilier, c'est pour ça que ça intrigue des milliers et des millions de personnes chaque année. C'est le fait qu'on va utiliser au maximum sa capacité d'endettement. C'est vraiment l'effet de levier. Et j'aime bien prendre cette image qui est de dire c'est comme si tous les soirs on rentrait chez soi et on voyait physiquement en billets sur la table le montant auquel on peut prétendre qui est la capacité d'endettement qu'on a. Et bien, si on le voyait tous les soirs en rentrant chez soi, 100% des gens seraient investisseurs dans ce monde de l'immobilier. Et après, on comprend qu'il y a une routine, la famille, les enfants, des obligations professionnelles qui fait que finalement, on l'oublie et que trop de personnes, à mon sens, passent à côté du potentiel qu'est l'immobilier alors qu'ils pourraient vraiment utiliser cet effet de levier au profit, bien entendu, de leur patrimoine pour sécuriser leur famille. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est déjà d'avoir conscience et de maîtriser quelle est ma capacité d'endettement. Et c'est d'être dans une volonté de l'exploiter tout simplement, bien sûr au maximum, et c'est-à-dire d'aller chercher ça, puisqu'il y a quand même une grosse partie, la majorité de gens ne l'exploitent pas. Donc déjà, la première chose, c'est d'en être conscient, quelle est ma capacité d'endettement, et ensuite de l'exploiter. Je donne bien évidemment d'autres techniques ensuite pour pouvoir présenter son dossier de financement, arriver effectivement à maximiser les chances pour avoir un accord. Et le phénomène qui se passe aussi, et c'est ce que trop souvent les investisseurs oublient, c'est que quand je fais une opération en immobilier, ça représente 100% de mon parc immobilier, mon appartement, et donc c'est aussi qui tout double. Plus je vais avoir d'appartements, plus en termes de gestion, mon risque tout simplement va être dilué. Et donc, mieux c'est pour la banque parce que plus il y a de l'eau, une fois que j'ai 2, 3, 4 appartements, mon risque il est dilué par 2, par 3, par 4 tout simplement. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ça favorise le fait d'avoir un parc immobilier puisque ensuite, un locataire ou un paiement de locataire représente 1/10 du parc immobilier, 1/5, 1/20. Et donc, mon risque est dilué. Et quand on investit sur des opérations rentables, ça permet tout simplement que la banque puisse continuer à financer. D'accord. Et donc ça c'est bien, c'est le côté financement. Maintenant, comme tu as aussi une société avec d'autres associés sur la chasse en fait d'immeubles ou d'appartements, quels sont quelque part tes secrets pour trouver les bonnes affaires, celles qui sont rentables? Parce que par exemple, il y a des marchés comme Paris qui sont un peu compliqués. Quelles sont tes méthodes finalement pour trouver, dénicher un petit peu de la rentabilité un peu partout? Quand on se projette 7 ans en arrière, quand je débarque dans ce monde immobilier, c'est frustrant parce que je vois passer des bonnes affaires et d'un côté, à la fois dans l'imaginaire collectif et l'écosystème français, on entend l'immobilier c'est risqué, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux investir? Tu peux avoir des problèmes d'impayés. Et donc, on entend à la fois ce discours dans la majorité des cas en plus faux qui peut provenir de personnes qui n'ont jamais investi. Et je voyais moi passer des affaires qui étaient rentables où je disais c'est vraiment le contre-pied et l'opposé du discours que j'entends. Donc j'ai commencé à débuter sur une opération pour moi et comme ça fonctionnait, effectivement après je me suis dit mais ça fonctionne, ce que je fais à toute petite échelle pour moi dans mon coin, je peux le structurer en un produit pour essayer de l'évangéliser modestement et à mon échelle et de dire on peut le structurer comme un produit et accompagner plusieurs personnes. Donc ça a démarré effectivement avec ce raisonnement-là et aujourd'hui ça nous a poussé à effectivement constituer une société. Il y a plus de 50 salariés, on est présent dans plus d'une dizaine de villes en France et ce qu'on s'est appliqué qui partait d'une idée pour moi-même, on l'a dupliqué avec mon associé sur l'ensemble des marchés. En France, de manière à accompagner effectivement et à évangéliser à notre niveau au maximum l'immobilier parce que je dis souvent je suis qu'un exemple parmi des centaines d'investisseurs, mais si ça a fonctionné pour moi, j'ai une certitude, c'est que ça peut fonctionner pour l'ensemble de ceux qui décident à un moment de leur vie de mettre une casquette d'investisseur et de passer à l'action. Donc quelque part, ce livre, c'est un petit peu un concentré de toute l'ADN de la société, de toutes les expériences que vous avez eues, parce que vous avez fait quand même pas mal
de centaines de projets jusqu'à maintenant. Donc quelque part, c'est un peu un concentré de tout ça. C'était voilà l'idée de prendre le concentré de tout ça et l'idée de dire, c'est ce qu'on a voulu aussi reprendre avec ce titre. J'adore mon pays, la société en France. On a la chance d'avoir une société en pleine expansion. Donc je sais aussi ce que je dois à mon pays. Mais ce qu'on voyait et ce qui est trop montré du doigt, c'est comme si l'immobilier ou la rente était un gros mot. Et l'idée de dire, j'aime mon pays, vive la République et vive la France, mais vive aussi l'immobilier et vive la rente parce qu'on peut créer de la valeur et c'est pas un gros mot. Et aujourd'hui, à la fois qu'on soit jeune actif, qu'on souhaite sécuriser sa famille, préparer sa retraite, et l'immobilier fait partie de tout ça et c'est un véritable ascenseur social, accélérateur de patrimoine. Et l'idée, c'était de le dire en toute honnêteté et de dire qu'il y avait d'autres voies qui étaient possibles si on voulait, comme j'ai pu le constater avec l'exemple et l'anecdote du grand-père, si on veut sécuriser sa famille, ça fait partie d'un des produits sur lesquels on doit s'attarder. C'est marrant parce que quelque part l'immobilier c'est aussi du tangible. Moi, comme vous le savez, je prône du tangible. Et il y a une petite histoire que j'aime raconter d'un client qui me racontait que sa grand-mère, en fait, avant la guerre, avait la possibilité avec son capital de pouvoir acheter un quartier entier de Bordeaux. Et après la guerre, elle pouvait s'acheter un manteau. Donc en fait, il y a cette notion-là aussi qui est très présente dans ce livre, voilà, le cash c'est bien, mais ça peut très bien perdre sa valeur. L'immobilier c'est du tangible et surtout, quelque part, ça génère énormément de choses. Donc ça, tu le rappelles très bien justement là-dedans, l'effet de levier et le fait que ça soit du patrimoine tangible, du patrimoine solide, et que ça génère surtout, comme tu le dis, des rentes, quoi. Ouais, ça fait partie du besoin primaire d'avoir un toit. Ça concerne 100% des Français. C'est bien sûr un marché de masse. Donc l'investisseur unitaire qui veut investir en eau, c'est le moyen le plus sûr sur un actif tangible. A priori, l'immobilier sera toujours là demain. Il peut le voir, il peut le toucher, il peut le transmettre. Donc ça fait partie de ce que moi j'aime appeler le bon sens paysan pour pouvoir se sécuriser en premier et après, si on en a la possibilité et on le souhaite, pouvoir sécuriser l'ensemble de sa famille, ce qui est pour moi un besoin, une vision essentielle dans une logique patrimoniale. Il y a un patrimoine, il peut se transmettre, comme tu le dis, tu le rappelles avec l'histoire justement de ce grand-père-là, le fait de pouvoir faire bénéficier derrière aussi sa famille, c'est quand même quelque chose de très important. Le fait de pouvoir aussi transmettre une grosse partie de son patrimoine après, ça veut dire que derrière, ça sécurise toute la famille derrière, quoi. Donc c'est vraiment l'aspect numéro un. On souhaite toujours, bien sûr, avoir et être dans le confort et avoir un socle financier pour nous. Mais ce que souhaite 100%, je pense, de ceux qui nous regardent, c'est vraiment l'étape d'après, c'est pouvoir sécuriser les autres parce que c'est ce que souhaite toute personne. Les autres directement sur sa famille et si on le peut, encore des personnes qui seraient bien entendu dans le besoin. C'est le rêve que souhaite, à mon avis, tout Français. D'accord. Alors justement, dans ce bouquin, tu parles de devenir un investisseur immobilier hors pair et ça, c'est vraiment très important parce que quelque part, on peut faire de l'immobilier, beaucoup de gens font de l'immobilier. L'idée, c'est vraiment de trouver les petites astuces comme tu les proposes là-dedans pour faire la différence, pour trouver les projets et généralement, ce que tu présentes aussi, c'est que quelque part, en faisant quelques petites actions, ça va te permettre ça va te permettre de faire les meilleurs choix, de pouvoir voir plus grand. Parce que quelque part, si on fait un premier projet qui est un petit peu limite, on n'a plus forcément envie de trop investir. Alors qu'en réalité, là, l'objectif, c'est justement de tout sécuriser. Et là, forcément, ça va donner des résultats hors pair, comme tu dis. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que des gens puissent être dégoûtés de l'immobilier dans les clichés qu'on entend? C'est principalement le manque de connaissances qui fait que potentiellement, ça leur fait commettre des erreurs. Et donc, que ces gens-là ne se retrouvent pas dans l'immobilier. Mais c'est juste dû au manque de connaissances parce qu'ils se sont potentiellement improvisés dans l'immobilier. Bien sûr, si on maîtrise les connaissances majeures de l'immobilier, ça permet effectivement, parce qu'il y a beaucoup de zéros, c'est normal, de s'enrichir, mais quelqu'un qui ne le maîtrise pas, effectivement, il peut y avoir des risques. Et c'est là où on retombe dans les clichés qu'on peut entendre de l'immobilier. L'idée, c'était donc de pouvoir donner des choses extrêmement concrètes, des actions à entreprendre dès demain pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'immobilier et donc pouvoir prendre la bonne direction dans l'immobilier. Je peux citer par exemple un exemple, le fait de dire si vous voulez investir comme il faut, la majeure partie du temps, vous devez vous positionner sur des biens qui nécessitent des travaux parce que vous allez les acheter moins cher, vous allez créer de la charge utile
et vous allez repartir sur une base extrêmement saine de votre appartement, ce qui va vous permettre de ne pas remettre à la poche dans les années futures et donc de ne pas entendre le discours de dire l'immobilier me coûte de l'argent parce que je suis rentré sur un bien qui n'était pas très bien refait ou effectivement je vais devoir changer le chauffe-eau, repeindre à court terme. Donc c'est la volonté de repartir sur quelque chose d'extrêmement sain et quand on prend ce bon virage et cette bonne impulsion dès le début dans l'immobilier, on fait des projets rentables, après le modèle à la fois économique et patrimonial fonctionne. Donc généralement c'est ce qu'on appelle une bonne drogue, on n'a qu'une envie, c'est de continuer et de poursuivre ce type d'activité. C'est ça, parce que quelque part tu te positionnes aussi quelque part sur l'immobilier plutôt premium, en tout cas quelque chose de bien rénové qui va plaire au maximum de gens. Et forcément, les loyers vont être plus élevés et forcément, la valeur du bien, elle va prendre de la valeur. C'est exactement cette logique, c'est le fait de dire finalement, c'est le produit que j'ai qui attire la clientèle. Si j'ai un studio, il y a peu de chances que j'ai une famille ou un cadre sup en affaires qui veuille louer cet appartement parce que ça ne va pas correspondre à la typologie de bien qu'ils souhaitent. Après, dans la même typologie de biens, je vais pouvoir encore une fois segmenter la clientèle. On va aller chercher une clientèle qui souhaite juste en fait que l'appartement soit complètement dressé, prêt, décoré, où il rentre, il pose ses affaires, il peut directement aller en études ou travailler. Donc on va plutôt être volontairement sur ce segment haut de gamme, ce qui permet en tant qu'investisseur, là vraiment à titre personnel, d'être fier déjà du produit qu'on détient. Je pense que c'est important. L'idée, c'est aussi de se dire je m'endors tranquillement, je sais que j'ai un beau produit, je crée de la valeur, j'ai un locataire qui est content. Et d'ajouter du service, machine à laver le linge, télé, écran plat. Et on va donc aller chercher une clientèle qui souhaite avoir ce type de service. Ouais. Et donc, c'est finalement l'accord entre deux volontés, entre l'offre et la demande. Je veux du service et je suis prêt à le monétiser et je suis fier de mon produit et j'apporte de la valeur, quoi. C'est sûr qu'un investisseur qui est fier de son patrimoine immobilier, forcément, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Donc derrière, c'est clair. En tout cas, moi, je vous invite à courir vers votre librairie préférée pour prendre ce livre de Vive l'immobilier et Vive la rente de Michael Zonta. Donc disponible, c'est PACA Édition qui produit ce bouquin. N'hésitez pas à l'acheter dans votre librairie. En tout cas, franchement, alors j'ai pas eu le temps de tout lire. Pour être honnête. Oui, parce que c'est très récent. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un beau bouquin. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes personnelles. Donc, je vous invite à le lire. Et en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez les commentaires en dessous pour ceux qui l'auront acheté juste après. Donc voilà. En tout cas, merci Michael. Merci. Et je vous rappelle le titre du livre. Donc, Vive l'immobilier et vive la rente. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.